Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la découverte d'un nouveau métier. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Marseille avec Baptiste pour découvrir son métier de nettoyeur de sites traumatiques. Alors Baptiste, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je suis Baptiste, j'ai 42 ans et je suis nettoyeur de sites traumatiques depuis 8 ans. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire nettoyeur de sites traumatiques? En quoi est-ce que ça consiste ton métier? Nettoyeur de sites traumatiques, c'est éviter en fait aux familles qui sont confrontées par l'intermédiaire d'un membre de leur famille à la mort et plus naturellement la mort violente. Donc la mort violente, c'est après un crime, après un suicide, après une mort tardive, une mort oubliée, la découverte d'un cadavre en clair. Donc on va effacer toutes les traces qui sont les conséquences de ces décès-là. Décès violents, mort violente, enlever toutes les odeurs, enlever la présence des insectes nécrophages, enlever les traces laissées par le crime, par le suicide, notamment le sang. D'accord, donc toi ton but c'est vraiment de tout nettoyer, de laisser aucune trace dans la pièce, dans le lieu de vie que tu nettoies. Exactement, on enlève toutes les traces physiques laissées par la mort. Donc on emmène très souvent avec nous des éléments de canapé, des éléments de lit, de matelas. Et ensuite, après notre passage, il n'y a plus d'odeur qui permet d'avoir un environnement qui est sain. On ne peut jamais revenir en arrière, on ne peut pas effacer ce qui s'est passé. Mais en tout cas, l'environnement, il est sain pour la santé en fait et pour les futurs occupants. Et quel type d'intervention on va avoir à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va avoir affaire à ce qu'on appelle une découverte de cadavre, donc une mort tardive. On intervient dans un logement dans lequel, dans une chambre, une personne âgée est restée pendant 18 mois, donc son corps physique est resté sur le matelas pendant 18 mois. C'est énorme. C'est énorme, oui. Ouais. On a quand même rarement cette situation-là. C'est plus d'un an. Ouais, beaucoup plus d'un an. 1 an et demi. Ce corps, en fait, est resté sur ce lit et s'est dégradé avec les aléas climatiques, petit à petit, avant qu'on s'aperçoive qu'elle soit décédée. Bon, du coup, on va aller nettoyer l'endroit où la personne est décédée. Exactement. Notre mission du jour, c'est d'éviter à la famille de faire ce que l'on va faire. Donc, on va pénétrer dans l'appartement et puis nettoyer toutes les conséquences de ce décès dans cette chambre. Bon, allez, je te suis. On va aller nettoyer tout ça. Alors, première étape, on va commencer par s'équiper. Oui, l'habillage. Alors, quelle est la tenue adéquate d'un nettoyeur? Alors, la tenue d'un nettoyeur, c'est avant tout la combinaison. La combinaison pour préserver sa santé, les odeurs sur ses vêtements et notamment sur la tenue de travail. Donc, je t'ai proposé une combinaison qui est plutôt une combinaison d'observatrice, tandis que moi, je vais mettre une combinaison d'intervenant. La différence, c'est que la mienne est étanche, la tienne non. Donc, moi, je vais pas pouvoir intervenir Exactement. sur le terrain. Tu n'as pas confiance en moi? Non, c'est pas ça. C'est que, au-delà du geste technique que tu pourras évidemment faire, c'est que derrière il faut un suivi. Oui, c'est-à-dire que c'est pas humain de découper un matelas dans lequel une personne s'est vraiment littéralement vidée. Ça paraît peut-être pas forcément important comme ça, mais psychologiquement c'est impactant. Ensuite les surchaussures. Les surchaussures. Pour protéger, comme son nom l'indique, les chaussures et surtout les semelles pour ne pas écraser des insectes, des larves ou de pouvoir marcher dans des salissures et les transporter dans la voiture, chez toi, dans l'ascenseur ou les parties communes. Mais pourquoi tu es en train de me parler d'insectes là? Je parle d'insectes parce qu'en fait, partout là où on intervient après un cadavre, il y a forcément une chaîne des insectes qui est entrée dans l'habitat. Donc l'insecte de la mouche. Et la mouche a plusieurs stades, œuf, larvaire, pour de nouveau redevenir une mouche. Une mouche pond entre 50 et 60 congénères par jour. Donc sur 15 jours, on aura pour une seule mouche 1000 autres mouches. Donc c'est quand même très important. C'est pas mal. Voilà, c'est ça. Le masque, de la même manière, un masque observateur. La différence entre ton masque et moi, mon assistance ventilée, c'est que ici j'ai mes cartouches filtrantes, j'ai un narguilé qui longe ma colonne vertébrale et qui va distribuer avec une impulsion d'air dans une cagoule de l'air frais et filtré. D'accord. Donc quand on est technicien et qu'on intervient vraiment sur les matelas, sur le sang, etc., on privilégie ça plutôt qu'un masque simple. T'es vraiment équipé là, hein? Il faut être équipé, au-delà du fait que ça protège aussi tout ce qui est projection dans les yeux avec une visière. Et donc les gants, donc sont des gants en nitrile qui permettent de se préserver
avait des éléments liquides, fluides humains, des éléments infectieux. Et qu'est-ce qui se passe si tu rentres en contact avec du sang d'une personne décédée? Si je rentre en contact, c'est-à-dire... Si tu touches du sang. Ça s'appelle un accident exposition au sang et je dois être hospitalisé. Donc ça peut être grave. Oui, ça peut être grave. Ça peut même être sous trithérapie pour des gens qui sont porteurs du virus du sida, du syndrome d'immunodéficience acquise. En tout cas, voilà, c'est une raison d'hospitalisation. Les hôpitaux en sont habitués. Mais il faut quand même être bien équipé. Il faut être bien équipé, oui, c'est absolument essentiel. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier? Je n'ai pas choisi ce métier, c'est le métier qui m'a choisi. Le métier, il m'a choisi parce qu'en 2003, j'ai fait la découverte de mon grand-oncle décédé rue de la Roquette, quartier Bastille à Paris. On est sur une année caniculaire et en fait, la dégradation des gens qui décèdent se fait très rapidement et je suis en ce moment-là pompier de Paris. Je ne peux pas présager que quelques semaines après aller chez les gens pour découvrir des gens décédés, finalement, il va m'arriver exactement la même chose en tant que famille. Oui. Donc j'ai dû moi-même nettoyer les restes humains de mon grand-oncle et je me suis dit, mais c'est innommable. Il fallait que je le fasse à ce moment-là. J'avais 10 jours que le bailleur m'avait donné pour nettoyer, débarrasser entièrement un appartement parisien. Et je l'ai gardé en tête le fait qu'un jour, je ferai ça. Pas parce que j'aime faire ça, parce que c'est une nécessité, c'est un service qu'on doit proposer aux familles. Voilà pourquoi c'est le métier qui m'a choisi. Donc maintenant, on est équipé. On se retrouve devant la porte d'entrée de l'habitation. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Bien sûr. Ouais. Donc là, pourquoi on voit que c'est ce logement qui est concerné par, en tout cas qui a été concerné par l'enquête? Parce que ici, on a les stigmates, les traces du scotch qui a été apposé, ce qu'on appelle une mise sous scellé. Une mise sous scellé, avant, ça se faisait avec des seaux de cire, une scie chaude qui se refroidissait, etc. Des petites pastilles rouges avec marqué RF pour République française et de la ficelle qui était bloquée à l'intérieur de cette cire froide. Maintenant, il y a une seule société en France qui produit ce scotch, qui distribue ce scotch auprès de la justice, de la gendarmerie nationale, de la police nationale. Et ce scotch, en fait, il est apposé sur la porte et il fait l'angle avec le mur. Ce qui veut dire que si on pousse la porte ou si on enlève le scotch, on voit ici le double du scotch où on a une inscription qui est marquée ouvert. Le fait d'ouvrir une porte quand c'est sous scellé, c'est opposable au niveau du code pénal et on risque de la prison et une très forte amende parce que en termes législatifs, c'est un obstacle à la manifestation de la vérité, un obstacle à l'enquête. Donc il ne faut pas le faire. Donc il ne faut évidemment pas ouvrir une porte qui est placée sous scellé. Ensuite, ici, on avait sur la porte un scotch qui était placé sur l'interstice, tout autour de la porte pour éviter le courant d'air, pour que l'odeur pestilentielle à l'intérieur ne puisse pas être véhiculée sur le palier ou dans les parties communes et n'incommode pas, ou en tout cas le moins possible, le voisinage. Parce que du coup, comment est-ce que la dame, elle a été décédée? Elle est décédée naturellement dans l'appartement. Elle a été découverte au bout de 18 mois. Mais comment est-ce qu'elle a été découverte? Elle a été découverte en fait parce que ses visites médicales, les gens qui la connaissaient, qu'elle côtoyait, ne la voyaient plus, notamment au niveau du fonctionnement de son compte bancaire, des choses comme ça. Ils se sont aperçus en fait qu'il y avait des choses qui ne bougeaient plus. Il n'y avait plus de dépenses. Et en fait, ça a alerté les gens, sachant que dans ce cas de figure, c'est quand même très particulier puisque cette dame aurait pu être découverte très rapidement après son décès puisqu'elle vivait avec une personne de sa famille qu'elle avait sous tutelle. Par peur de perdre son appartement, cette personne qui avait une pathologie médicale, psychiatrique, n'a pas déclaré le décès de sa grand-mère au risque de perdre l'appartement. D'ailleurs, cette personne a fait l'objet d'une procédure judiciaire parce que c'est pas normal, entre guillemets, de vivre avec une personne qui est décédée. Ouais. Donc là, on va rentrer dans l'habitation. Première chose technique que l'on va faire, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle un tour. On va faire une reconnaissance des lieux, savoir ce à quoi nous avons affaire. On va capter des images en vue 360 degrés et ça va constituer le dossier client, le dossier de l'intervention que l'on va effectuer. Ça sent très fort. Oui, ça sent très fort. L'odeur est très prégnante. Est-ce que ça sent toujours comme ça? Alors les odeurs sont plus ou moins fortes. Les odeurs fortes sont toujours présentes puisque quand un corps se décompose, un corps est principalement composé à 75% d'eau, de liquide. Donc quand on décède, les muscles, notamment au niveau de l'anus, les sphincters se relâchent et donc on a tous les excréments, les urines et le contenu du corps, l'eau, les acides, les graisses qui sortent par ces orifices naturels. Donc de toute façon, ça sent mauvais. Ensuite, quand on a des gens qui ont des pathologies médicales comme le diabète et l'alcoolisme, ce sont des gens qui ont une mauvaise gestion du sucre dans leur organisme et qui se dégradent, qui se décomposent beaucoup plus vite avec une odeur beaucoup plus forte que d'autres humains. Et là, est-ce que vous pouvez savoir si... Là, c'est une odeur entre guillemets classique, okay. De ce qu'on a à faire au quotidien. Une dégradation, une putréfaction du corps classique. Ici, ce sont des insectes qui sont liés aux conséquences du décès dans la chambre et ces insectes ont essayé de trouver un refuge où c'était plus sombre que ailleurs. Là, sous l'aspirateur,
aspirateurs par exemple. Mais je les vois pas moi les insectes. Bah, parce qu'ils sont tout secs, on les verra mieux sur le lit. Ah c'est les petits trucs... Voilà, des tout petits, comme des petits vers mais tout secs. On t'appelle dans quel type de situation du coup? On m'appelle dans les situations où le procureur de la République ou le juge d'instruction remet des clés à la famille en disant l'enquête est terminée dans l'appartement, on a enlevé les scellés, vous pouvez dorénavant disposer des lieux. Ça veut dire que les enquêteurs n'ont plus besoin d'éventuellement revenir dans les lieux pour faire une reconstitution ou venir chercher tel ou tel indice. Donc ils remettent les clés à la famille et dans le cadre de crimes avec le décret que j'ai co-initié, maintenant ils ont la présence d'esprit de m'appeler moi avant d'appeler la famille. Sous-entendu, je prends les clés, je nettoie gratuitement pour les familles et ensuite nous redonnons les clés mais la famille n'a pas vu ce que nous avons nettoyé. Ensuite pour le suicide, ce sont les familles qui appellent. Quand elles découvrent un membre de leur famille qui a mis fin à ses jours, bien très rapidement ils ont besoin de pénétrer dans l'appartement. Pour un homme un costume, pour une femme jupe, robe de mariée, pour ce qu'on peut un peu voir. Généralement les familles souhaitent présenter leur mort, leur défunt pour le présenter à la famille dans les rites culturels, religieux, etc. Pour qu'ils puissent trier des vêtements et qu'ils puissent trier même des papiers, il faut un livret de famille pour faire un certificat de décès par exemple, donc il faut trouver ce fameux livret de famille, donc il faut accéder au lieu. Et donc là, nous on intervient urgemment à la demande des familles pour pouvoir nettoyer les lieux, les conséquences du suicide. Pour le nettoyer au mieux, pour ensuite que la famille rentre. ait accès. Exactement, parce que pendant ce temps-là, on a un corps qui est chez les pompes funèbres, conservé en attendant les obsèques. Donc là, on intervient très rapidement. Et puis après, le cas qui nous occupe aujourd'hui, qu'on fait très régulièrement, c'est donc la découverte de cadavres, une mort oubliée, quelqu'un qui naturellement a eu le cœur qui a cessé de battre, mais dont on a découvert sa dépouille tardivement. Et entre ces problèmes de santé comme le diabète, l'alcoolisme ou l'environnement extérieur qui peut favoriser des hautes températures, donc une dégradation du corps beaucoup plus accélérée, là on intervient pareil à la demande de la famille quand il y a une famille, et sinon à la demande du syndic de copropriété ou d'un notaire qui va gérer la succession de cette personne et qui nous appelle pour pouvoir libérer le logement le plus vite possible. Donc la première des choses que je fais, c'est de regarder l'ameublement de cette chambre. Donc je vois qu'elle est composée de 2 chaises, d'un petit coffre en guise de chevet, d'une armoire et d'un sommier et d'un matelas en termes de literie. Là, je vais aller chercher de l'outillage qui va me permettre de couper le matelas, de couper le lit, de conditionner ce que j'aurai découpé dans des fûts, dans des emballages particuliers, à la fois pour ne pas mettre des éléments pathogènes dans l'ascenseur, dans les parties communes, comme des odeurs, comme des insectes. Et il faut se dire que ce matelas a absorbé tous les fluides humains de cette grand-mère. Donc le sang, les urines, les excréments. Donc je dois absolument le conditionner de façon quasi hermétique. Et ensuite, je débarrasserai le mobilier dont je verrai si je le décontamine, c'est-à-dire je le nettoie, ou si je le dédie aussi en termes de déchets. Mais pourquoi ça sent aussi fort comme ça? C'est vraiment les fluides humains. Ah oui, les fluides. Excréments, et là, du coup, urine, il y a quoi sang. comme fluide? Voilà, il y a urine, excréments, il y a... Excréments, urine et le sang. Et toutes les graisses du corps qui ont été perdues en fait. Qui se sont évacuées les lambeaux sur de peau, le matelas. Exactement. La putréfaction, c'est quoi? Quand on va à la piscine en tant qu'être humain, on est préservé de l'eau dans laquelle on nage. L'eau ne rentre pas dans notre corps. C'est bizarre de dire ça, c'est cohérent. Par contre, quand notre cœur s'est arrêté, 2 heures après l'arrêt de notre cœur, au-dessus de la fosse iliaque côté droit ici, au niveau des intestins, on a un point vert qui apparaît. Et ensuite, ça tourne comme un escargot. C'est ce qu'on appelle le système de putréfaction. Notre corps pourrit. C'est pour ça que la pourriture, les odeurs d'un corps sont très prégnantes parce que c'est ça que l'on sent. Et à un moment donné, cette putréfaction, eh bien, elle va faire que la peau va finalement tomber. Les lambeaux de peau vont tomber. Et c'est ce qu'on va trouver aussi sur ce matelas, c'est-à-dire qu'on a aussi la peau de la personne. On y voit généralement aussi des cheveux. Le cuir chevelu vraiment se détache de la tête, du crâne. Donc là, on voit que c'est même presque artistique, c'est-à-dire qu'ici, on y voit la tête où reposait cette dame. On y voit là ici l'épaule droite. Ensuite, on y voit le corps pour ensuite finir au niveau des jambes. C'était une dame d'une petite taille. On y voit donc plusieurs insectes et en fait, ça, c'est tous les insectes qui sont morts, qui sont vraiment à l'état séché. Et là, ce que l'on voit ici, là, les amas, là, ça, c'est la chair humaine. La chair humaine qui, ce qu'on appelle dans ce cadre-là, cette personne s'est momifiée. Elle est restée tellement de temps dans cet état que c'était une momie. Elle avait les os et la peau cartonnée comme une momie. Et donc là, ici, on a vraiment les résidus de cette peau, ces lambeaux de peau qui ont été figés et qui sont comme ressemblables à presque de la sueur de bois. Donc ça témoigne vraiment que la personne a séjourné des dizaines de mois, ce qui est confirmé dans le contexte de découverte du corps où ça fait 18 mois qu'elle séjournait sur ce matelas. Très souvent, quand les services enquêteurs
enquêteurs découvrent un cadavre, avant même que le cadavre ait quitté les lieux, il faut se dire que l'enveloppe charnelle, l'enveloppe corporelle a quitté les lieux, hein, évidemment, pour les investigations médico-légales, manifester la vérité des causes de la mort. Mais là, il faut se dire qu'on a aussi énormément de choses qui sont liées au corps. Dans le matelas, les fluides, des lambeaux de peau séchés, et très souvent, les services enquêteurs ouvrent la fenêtre en disant « ça sent mauvais, ça sent le cadavre ». Très mauvais réflexe. C'est comme si vous preniez un porte-voix et que vous criez par la fenêtre aux mouches qui vous entendraient « venez ici, il y a à manger, il y a un cadavre ». Il ne faut jamais ouvrir une fenêtre dans un environnement où il y a eu un cadavre. Certes, le cadavre est parti avec les pompes funèbres, mais il reste tellement d'éléments ici que les mouches sont attirées. Elles le sentent à des kilomètres. En fait, vous enlevez tous les meubles de la salle, c'est ça? Les premières actions que Manon et Thomas font, c'est qu'ils conditionnent ce qu'on appelle les sources pathogènes. Pourquoi ça sent aussi mauvais dans l'appartement? Parce qu'il y a des éléments qui ont été imprégnés de cette odeur ou des éléments comme le matelas qui contiennent ces odeurs, qui contiennent des fluides, des sources pathogènes, à la fois dangereuses pour la santé et à la fois très malodorantes. Donc, ils conditionnent les sources dans des sacs à déchets. Ils les scotchent de manière à ce que les odeurs ne puissent pas s'évacuer. Une fois qu'ils ont emballé ces différents éléments qui étaient des éléments de literie, le drap, la couverture, les oreillers, ils vont se préoccuper du matelas. Le matelas, ils vont le couper en 2 ou en 4 en fonction de ce qu'ils souhaitent faire. Ils vont ensuite l'emballer pour que le matelas soit évacué. À l'issue de quoi, on pourra voir sur le sommier si le sommier a été impacté des fluides ou pas. Il sera également démonté pour être jeté. Tous les éléments qui contiennent des fluides humains, notamment le sang, les excréments, les urines, ces déchets sont orientés par notre intermédiaire dans une filière des déchets d'activité de soins à risque infectieux, ce qu'on appelle les DASRI. C'est des déchets qui vont être incinérés à 1200 degrés dans un gros four incinérateur. Oui, donc vous les jetez pas dans des poubelles classiques. Et non, et non. Vous n'avez pas le droit. Alors, c'est pas réglementé, on aurait le droit, mais pour avoir visité une déchetterie, il faut savoir que notre peau de banane que l'on met dans notre poubelle de cuisine, cette peau de banane, elle va être véhiculée sur un tapis roulant dans une déchetterie, elle va être triée par des hommes et des femmes. Est-ce qu'on a envie que ce matelas soit trié par... Non. Non, voilà. Non. Quelles sont les qualités à avoir, selon toi, pour faire le métier que tu exerces? Les qualités, c'est faire le travail avec le cœur. C'est ce qu'on appelle l'humanité, l'empathie. Moi, je suis pas là pour souhaiter condoléances à la famille. Par contre, leur histoire, en tout cas une partie de leur histoire me touche. C'est vraiment de leur proposer une solution technique pour leur éviter de faire ce que je vais faire finalement. À la fois, ce que je fais, je le fais bien, et à la fois, ce que je fais, je leur évite que ça soit eux de le faire. Sinon, ils vont le garder vraiment un traumatisme à vie. Donc vraiment, c'est intrinsèque, c'est-à-dire il faut pouvoir vouloir faire le bien à autrui, il faut vouloir travailler pour la famille qui va rentrer et pousser cette porte. C'est vraiment la philosophie. Et c'est pour ça que j'appelle ça une mission et pas un métier. C'est-à-dire que mon métier, je ne l'aime pas. Tu vois, aujourd'hui, on a découpé un matelas qui était rempli de fluides humains, d'insectes. Non, j'aime pas mon métier. Par contre, je n'échangerai pour rien au monde ma mission de vie parce que je sais que demain à 10 h, quand il y aura une visite d'un agent immobilier accompagné de la famille, eh bien la famille n'aura pas vu ce qu'on aura fait, n'aura pas vu le matelas, n'aura pas senti ces odeurs nauséabondes. Il n'y aura pas de traumatisme en fait pour la famille. Voilà, il y a le traumatisme du décès. Forcément, on ne peut pas revenir sur le passé. La personne est décédée et c'est triste. C'est un traumatisme, mais pas tout le reste. Et c'est vraiment ce que moi je souhaite éviter dans la constitution du nouveau réseau que j'ai créé le 17 janvier dernier, 17 janvier 2025. Un réseau qui s'appelle Horizon Après-Vie, qui propose vraiment partout en France des référents, des experts en nettoyage que je forme et qui seront localement proches de toutes les régions de France pour proposer ces solutions-là, pour ne pas que les familles fassent cela en fait. Ce n'est pas aux familles de le faire, sinon c'est des gens qui vont vivre avec ces images vraiment très compliquées à gérer au quotidien jusqu'à la fin de leur jour. Comme on le disait tout à l'heure, le matelas va être découpé en première intention pour qu'il soit moins lourd pour le technicien ou la technicienne. Et dans une deuxième approche, il va être découpé pour que les voisinages ne reconnaissent pas qu'on enlève un matelas de l'appartement que l'on dédie en déchetterie. Il faut que ça passe un peu inaperçu. Complètement. Et on va voir que ça passera inaperçu. Nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous préoccupe, c'est qu'on puisse à la fois pour notre santé physique d'avoir quelque chose de moins lourd, de quelque chose de plus commode à mettre dans l'ascenseur ou par les escaliers et d'être suffisamment emballé dans des emballages étanches pour ne pas léser les parties communes, l'ascenseur. Donc là, on est sur un fût qu'on appelle un fût d'asserie. Un fût de bière? Non, pas un fût de bière, un fût de déchets d'activité de soins à risque infectieux. C'est considéré comme déchets à risque, déchets dangereux. Donc on le voit avec le pictogramme losange ici, avec l'icône biohazard. Ce fût, la particularité, c'est qu'il est dans une matière avec une matière normée, donc de la filière des déchets d'activité de soins à risque infectieux. C'est exactement les mêmes choses qu'on va retrouver dans les hôpitaux ou dans les établissements de santé ou
aux maisons de retraite. Les textiles, le tissu que Manon et Thomas sont en train d'enlever, ils vont être conditionnés dans ce fût pour deux raisons. La première, c'est que ces textiles contiennent des fluides humains, donc on n'a pas envie que ça se retrouve sur des tapis de tri dans des déchetteries manipulés par des gens, c'est pas possible. Et ce fût ensuite sera fermé avec un couvercle qui a plusieurs ergots. Les ergots vont rentrer dans ces parties-là, trouées, et une fois que le couvercle est fermé, le fût est scellé, on peut plus le réouvrir. Jamais. Jamais. Et autour de ce fût, on a un joint qui va venir s'écraser et qui va permettre de ne pas sentir les mauvaises odeurs. Quel est l'intérêt? C'est que ce fût, on va le ramener avec nous. Donc pour pas que ça sente des odeurs de décès, de mort, de putréfié dans le camion, c'est quand même assez intéressant. Et après, vous en faites quoi du coup de ce fût? On le met dans notre dépôt et ensuite on appelle le collecteur, donc une entreprise spécialisée qui ne collecte que des déchets d'activité de soins à risque infectieux, donc qui ne collecte que des déchets médicaux ou des déchets humains dans des hôpitaux, comme on le disait, maisons de retraite, casernes de pompiers ou autres, et également dans notre dépôt. Il va prendre ce fût, qui va être chargé avec le couvercle fermé, il va le mettre dans son camion et une fois qu'il rentre lui dans son dépôt, le fût va ensuite être mis dans un four incinéré à 1200 degrés. On va avoir un bordereau de traçabilité qui dit que ce fût avec l'adresse du client et le nom du client d'aujourd'hui aura été détruit. On n'aura pas mis ces déchets dans la nature. Donc là, tout a été désencombré. Désencombré, exactement. Donc là, il va y avoir le retrait de la moquette sur une largeur. Pourquoi une largeur? En fait, c'est la largeur du lit plus quelques centimètres de part et d'autre pour être sûr que les fluides n'aient pas traversé la moquette et soient dans le sol. Et c'est quoi du coup le petit appareil là-bas? Ça, c'est un laser qui permet de couper droit en clair. Ah oui, ok. Avec une scie? Non, ça donne un faisceau lumineux. Mais après, vous coupez avec Après, ouais, avec un cutter. Ah oui, ok. Ouais, tout simplement. Et qu'est-ce que du coup tu aimes dans ton métier? Qu'est-ce qui t'anime? Moi, ce qui m'anime dans mon métier, c'est me lever pour un sens. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève et quand le soir je rentre chez moi à la maison, j'ai rendu service. J'ai vraiment rendu un service que personne ne pouvait rendre à ma place. Et j'ai surtout épargné tout ce que j'ai pu voir et faire. Je l'ai épargné à la famille, aux membres de la famille. Donc, vraiment, ce qui m'anime, c'est le côté, le sens de mon travail. Pourquoi je le fais? Ça a vraiment un sens. Donc dans cette pièce, on a retiré toutes les sources pathogènes. Donc la literie, le matelas, le sommier, l'élément revêtement de sol souple, donc la moquette. En retirant la moquette, on a vérifié qu'il n'y avait ni sur la colle, ni sur le ragréage, donc la partie béton, le matériau qui soutient le plancher n'était pas soumis au fluide, il n'y avait pas de fluide qui avait pénétré jusque-là. Donc la partie retrait des sources pathogènes est terminée. Maintenant, on passe à la décontamination. La décontamination des surfaces. Pourquoi les surfaces? On se dit la personne est décédée sur le lit, pourquoi on va décontaminer le plafond? Parce que les particules malodorantes aéroportées, donc portées par le flux d'air, le courant d'air, le flux naturel d'air dans l'appartement, on a des molécules invisibles qui se fixent sur le lampadaire, sur le mur, sur le plafond, sur les vitres, en tout cas sur toutes les surfaces, l'armoire comprise. Et donc ces molécules, elles sont malodorantes. Si on ne vient pas amener une action mécanique sur ces particules, elles restent là. Donc ça leur confère un environnement propice à ce que ça sente toujours mauvais. Donc on va agir avec un process qu'on appelle la décontamination, la détergence, ça veut dire nettoyer les salissures, et une fois que la détergence est faite, on va procéder à la désinfection. La désinfection, il faut imaginer que les particules malodorantes, ce sont des gros morceaux de gravier, des cailloux, comme si ces cailloux, ils étaient collés. Cette liaison qui les colle, ça s'appelle une liaison peptidique, et cette liaison, c'est ce qui provoque, émet des particules malodorantes. Et bien nous, avec la désinfection, on va casser la liaison qui colle ces graviers, et on va faire des graviers, des cailloux, des particules de sable. Donc du coup, ça va se dissiper dans l'air ambiant, et c'est comme ça qu'on va détruire les mauvaises odeurs, chimiquement et mécaniquement, avec une frange et avec une microfibre lavette. Mais déjà là, ça sent beaucoup moins fort que tout à l'heure. Exactement, tout à fait. Et à la fin de l'opération, on va retirer nos masques et on va pouvoir cheminer dans l'appartement sans combinaison, sans gants et sans masque. Ça voudra dire qu'il sera possible pour la famille de regagner les lieux juste après notre intervention. Ici, là, il y avait le lit et il y avait donc l'oreiller ici, l'oreiller du lit. Et la personne qui était allongée, au fur et à mesure du temps, des années, c'est les cheveux qui ont coloré le mur de cette couleur-là. Les cheveux? Ouais, avec le gras qu'il y a sur les cheveux. Enfin, quand on se lave pas. Et donc petit à petit, à la tête du lit, on le sent, hein, c'est comme de l'huile de friteuse quand on le touche. Et là, on vient faire une action pour retirer forcément ce gras sur le mur. Ah, ça se voit que c'est gras. Vraiment, l'aspect, c'est comme de l'huile. Et du coup, est-ce qu'il faut une formation ou une compétence nécessaire pour exercer ce métier? Alors une formation, non. Il n'existe pas de parcours particulier, il n'existe pas de diplôme en France. Il n'y a pas de cursus en fait qui soit particulier en France parce que le métier en tant que tel n'existe pas. C'est la raison pour laquelle je suis allé me former, me certifier en 2016 au Canada. Il n'y a pas d'études qui existent en France pour exercer ce métier? Ah non, rien n'existe. Le métier n'existe pas, donc forcément tout ce qui découle du métier
ni études, ni reconnaissance, ni utilité, ni prise en charge par les assurances ou autres. C'est vraiment le néant. Okay, donc pas de prérequis particuliers pour exercer ce métier. Cette formation, c'est moi qui la délivre et à l'issue de cette formation, c'est des gens qui peuvent travailler sous ma marque, sous ma licence de marque, partout en France. Et une fois qu'il y aura 18 personnes de formées en France sur les 18 régions de France, on ouvrira sur Suisse, Belgique et Luxembourg. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, c'est la dernière étape, c'est la désinfection. La désinfection peut se faire uniquement après une détergence. Donc la détergence, c'est le nettoyage des plafonds, des murs et du sol que l'on a fait. Là, je vais appliquer un désinfectant et ce désinfectant, on va imaginer que c'est un gros nuage qui va en fait prendre toute la place dans cette pièce et qui va être en contact avec le plafond, les murs et le sol. Et comme c'est un désinfectant avec un temps de contact, on aura donc des surfaces qui sont désinfectées. Ça sent super fort. Et est-ce que tu peux parler du salaire, combien ça gagne? La philosophie du réseau, c'est-à-dire que moi j'accompagne des gens qui souhaitent créer leur entreprise ou qui l'ont déjà. Okay. Au sein de cette entreprise, ils vont soit faire intégralement du nettoyage technique sur des sites traumatiques, donc du nettoyage technique après un crime, après un suicide, après une mort oubliée, et la désinfection des environnements funéraires. Donc les morgues, les instituts médico-légaux, tout ce qui va être les lieux de conservation des défunts. Quand ils travaillent dans cette thématique-là, ils gagnent de l'argent par leur société, mais ils ne sont pas forcément salariés de leur société. Ah oui, typiquement, moi ça fait 8 ans que je suis dirigeant de ma société, mais que je ne suis pas salarié de ma société. C'est-à-dire je ne me verse pas de salaire parce que j'ai voulu collecter, enrichir la société pour créer un réseau qui est très coûteux aujourd'hui. Et bien ça sera en fonction du travail qui a été fait. Oui, c'est ça, en fonction des missions. Ça sera effectivement en fonction des missions, des interventions. La chef d'entreprise ou le chef d'entreprise aura la possibilité de se salarier ou pas de sa société. Ça sera évidemment facteur du chiffre d'affaires que la personne aura gagné, engendré dans le mois. Donc un technicien pourrait se dégager entre 2500 et 3000 euros de salaire. Bon bah voilà, est-ce qu'on peut dire qu'on a terminé l'intervention? On a terminé l'intervention et j'irai même plus loin que l'objectif est atteint. À chaque fois qu'on fait une intervention, on s'oblige à une obligation de résultat. Et là, l'obligation de résultat est atteinte vis-à-vis de la famille qui nous a confié cette intervention justement. Donc mission accomplie ou pas? Mission accomplie. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci Baptiste de m'avoir fait découvrir son métier et ton quotidien. Merci à toi de t'être intéressé à cette activité. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous connaissez que ce soit quelqu'un dans votre famille ou un ami, à contacter Baptiste ou le réseau directement. Je vous mets tous les coordonnées en description. Ou si vous aussi comptez faire une reconversion professionnelle, à rejoindre le réseau. Horizon à Trévis, vous êtes les bienvenus. Donc c'est la fin de cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo à la découverte d'un nouveau métier. Salut! Ciao!